Bonjour et bienvenue dans le décryptage de la rédaction du jour qui vous est présenté par Florian Dai, Grandir à Taromak. Après avoir présenté la semaine dernière la cérémonie de récolte du millet qui a eu lieu fin juillet dans le village de Taromak, dans le comté de Taidong à l'est de Taïwan, nous allons parler aujourd'hui des préparatifs avant cette cérémonie et de la formation des jeunes. Nous sommes chez les Rocailles de l'Est, les Rocailles étant l'une des 17 ethnies autochtones maintenant reconnues par le gouvernement. Le calendrier agricole et les cérémonies qui y sont consacrées sont un pilier de l'éducation des jeunes. Pour les garçons, le mois qui précède la cérémonie des récoltes est crucial dans la transmission des savoirs autochtones. Pour les filles, c'est la cérémonie du désherbage du millet qui est la principale. Nous retrouvons qui a grandi à Taromak et qui nous explique en quoi c'est important que les jeunes hommes participent à cette période de préparation et de formation. Maintenant, il y a très peu de jeunes qui savent respecter les aînés, donc je trouve que c'est très important de transmettre aux générations suivantes ce que les anciens nous ont appris, d'être dignes de cet héritage. Cette année, il y a une dizaine de jeunes qui sont revenus pour se former. Les années précédentes, on a parfois eu 6 ou 7 jeunes, voire juste 2, et le plus, c'était 23. Tanobak reconnaît aussi que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se libérer un mois entier pour participer à ces préparatifs, même si c'est une période clé pour préserver les traditions et la langue des Rocailles. Si on ne transmet pas, on oublie la langue et il n'y a pas l'environnement. Je travaille au lac du Soleil et de la Lune, donc j'ai de la chance. Beaucoup de gens ont un travail très physique, peu reconnu. C'est difficile pour eux de subvenir à leurs besoins. On ne peut pas dire qu'ils ne respectent pas leur culture parce qu'ils ne reviennent pas. Ce n'est pas correct. C'est comme si on les prenait de haut. Cette cérémonie des récoltes est la plus importante du calendrier Rocaille, mais pas la seule. L'année est rythmée par les travaux des champs. Une autre personne qui a aussi grandi dans le village de Taromak explique que chaque étape de la culture du millet est ritualisée. Avant, on commençait par défricher et brûler les champs pour en faire de l'engrais. Ensuite, en janvier et février, on peut commencer à semer. Il y a une cérémonie pour cela. Ensuite, en mars-avril, les pousses sortent de terre, mais d'autres plantes aussi. Il y a donc la cérémonie de désherbage. C'est une cérémonie des jeunes filles, ce sont elles qui vont dans les champs désherbés. Ensuite, lorsque les épis de millet se forment, les oiseaux arrivent pour les manger. Et il y a donc une cérémonie pour chasser les oiseaux en mai. En juin-juillet, lorsque les premiers épis sont mûrs, une autre cérémonie a lieu, avec un repas de la toute première récolte pour honorer les ancêtres et partager cette récolte avec eux. Une autre, qui cette année a eu lieu le lendemain, marque le fait de rentrer les récoltes dans les greniers avec les graines pour l'année prochaine. Et pour clore tout cela, il y a une cérémonie des récoltes du millet. Toutes les parties liées à la récolte ont en fait eu lieu dans un laps de temps très court, avec d'autres activités aussi comme une grande course à pied, et c'était surtout entre le 17 et le 25 juillet cette année. Chamak Pachakele a quitté le village pour trouver du travail, puis a repris ses études jusqu'au doctorat. Actuellement, il enseigne à l'université et est membre de la commission des autochtones de Taipei. Il raconte que le mois précédant la cérémonie des récoltes est non seulement rythmé par plusieurs cérémonies, mais aussi par toute une formation des jeunes qui sont responsables de préparer les lieux, depuis la construction des abris autour de l'esplanade principale, mais aussi la conception des activités, l'aplanissement du terrain, jusqu'à la construction de la balançoire géante formée de 4 bambous de plus de 18 mètres de haut, plantés dans le sol et attachés ensemble en haut, d'où est attachée une corde unique qui est donc une balançoire qui se pratique debout. Je vous renvoie pour cela à l'émission de la semaine dernière et les vidéos qui vont avec si vous souhaitez en savoir plus sur la cérémonie de la balançoire. Pour préparer toute cette cérémonie, donc, les jeunes hommes non mariés habitent ensemble pendant un mois dans une grande bâtisse nommée la Maison des Hommes. Actuellement, beaucoup de ceux qui peuvent être là un mois entier sont encore des élèves, mais ce n'a pas toujours été le cas.
Traditionnellement, tous les jeunes garçons habitent dans la maison des hommes à partir de 12-13 ans et vivent ensemble jusqu'à leur mariage. Peu importe leur âge, tant qu'ils ne sont pas mariés, ils font partie du groupe des jeunes hommes. Mais maintenant, avec les changements sociaux, on ne peut pas leur demander d'habiter là à long terme. Ils y vont seulement pendant le mois de la cérémonie. Avant, toute leur éducation se passait là. On peut aussi dire que c'était l'équivalent d'une caserne militaire. L'emplacement de notre village est très particulier. Nous sommes des Rukai, les Rukai de l'Est. Il y a aussi les Rukai de l'Ouest à Wutai et ceux du Nord à Maolin. Notre village est la seule communauté Rukai de Taitung. Nous sommes entourés au nord par les Bunun, à l'est par les Amis et les Puyuma, au sud par les Paiwan et à l'ouest, de l'autre côté des montagnes centrales, ce sont les Rukai de l'Ouest. Nous sommes donc assez isolés et nous avons besoin d'avoir notre propre organisation, notre maison des hommes, notre armée. En cas de conflit ou de guerre avec d'autres groupes, ce sont eux qui sont chargés de protéger le village et ses habitants. Et comme à l'armée ou comme chez les scouts, la hiérarchie est très marquée et beaucoup d'épreuves jalonnent l'ascension des jeunes dans le groupe et dans la société Rukai. En principe, tous les jeunes du village devraient participer à cette formation et ces préparatifs au moins 2 ou 3 années. Il y a environ 10 ans, il y a eu une sorte de rupture. Des parents qui ont refusé que leurs enfants y participent, parce que c'est vraiment très dur. Il faut courir, aller en montagne, faire des travaux physiques. Les jeunes sont aussi frappés avec des plantes comme des orties. Beaucoup de rituels sont très durs. Les enfants maintenant sont éduqués autrement, et beaucoup de parents trouvent que cette façon de faire n'est pas correcte, donc ils refusent. Cela s'ajoute au fait que les obligations économiques poussent beaucoup de jeunes adultes à aller travailler en ville et ils ne reviennent que pour les fêtes. Leur lien avec la terre et les ancêtres est moins fort. Ils participent moins aux préparatifs. Donc, ces dernières années, nous avons modifié progressivement le contenu de ce mois de préparation pour en faire un espace de transmission culturelle plus que d'épreuves physiques qui visent à forger un guerrier prêt à défendre le village. Maintenant, il y a une série de cours. On parle de l'histoire du village, on enseigne la reconnaissance des plantes et de l'environnement géographique, l'utilisation du fusil, les rituels aux ancêtres. Ils apprennent aussi notre langue et nos chants. Les parents sont contents que leurs enfants aient l'occasion de découvrir tout cela. Et petit à petit, il y a de plus en plus de monde qui revient y participer. Tout ceci correspond à l'entraînement des garçons. Et les filles ont aussi, de leur côté, leur propre groupe, qui ont plus un rôle de soutien pendant ce mois-ci. Elles n'ont pas d'équivalent de la maison des hommes, mais elles ont aussi une organisation avec une chef de groupe et différentes sections avec des responsabilités chacune. Quand les jeunes hommes vont chasser, par exemple, ce sont elles qui préparent la nourriture et les boissons. J'ai aussi pu parler avec une femme du village qui est maintenant professeure et chercheuse à Taipei et qui explique que les jeunes femmes et les mères sont également très sollicitées, même si leur travail est moins mis en lumière. En tant que mère d'un jeune Rukai, je trouve que c'est une très grande aide psychologique par rapport à l'éducation de ses enfants. Dans la société Rukai, le rôle de mère n'est vraiment pas simple. Tous les beaux vêtements de nos filles, il nous faut les coudre. Avant, il fallait tout coudre soi-même, les accessoires aussi, pour toute la famille. Le père enseigne à utiliser un couteau, couper des matériaux pour la construction, chacun a ses responsabilités. Mais la mère est aussi responsable de nourrir tout le monde. Si pendant les entraînements, le fils rentre à la maison le midi, il doit pouvoir manger en 10 ou 15 minutes et avoir toutes ses affaires prêtes, ses vêtements, pour qu'il puisse repartir très vite. La formation des garçons est très dure, donc on fait ce qu'on peut pour leur faciliter la tâche en préparant tout à l'avance. C'est beaucoup de choses à préparer, matin, midi et soir pour la mère. La séparation du travail entre les hommes et les femmes est très claire, en tout cas traditionnellement, même si maintenant ça change un petit peu. Mais par exemple, les femmes ne peuvent pas entrer dans la maison des hommes et de leur côté, elles n'ont pas d'équivalent à cette maison des hommes.
Il existe en revanche d'autres cérémonies, d'autres occasions dans lesquelles les savoirs traditionnels sont transmis aux jeunes filles. Les mères forment aussi les jeunes filles, par exemple lors de la cérémonie du désherbage du millet, mais aussi pour la cuisine, pour savoir faire des abai, différents plats, etc. Les jeunes ensuite sont nostalgiques de la cuisine de leur mère, du goût du abai. Aujourd'hui, mon fils m'a demandé si j'allais faire du abai, mais je n'avais pas le temps. J'en ai acheté. Il était habitué à en avoir tous les jours. Le abai est un plat traditionnel emblématique des peuples Rukai, Paiwan et Puyuma, avec des noms différents, mais toujours à base de millet principalement, parfois aussi avec de la poudre de taro séchée ou mélangée à du riz gluant. On y place généralement de la viande de porc salée à l'intérieur, et le abai est enveloppé dans 2 types de feuilles superposées. À l'intérieur, il y a une feuille de morel, une fine feuille verte comestible qui colle à la pâte de millet pendant la cuisson, à l'eau ou à la vapeur. Elle apporte un goût assez unique et possède aussi des vertus médicinales, facilitant la digestion du millet et évitant les ballonnements. Le tout est ensuite emballé dans une grande feuille d'alpinia ou de bananier et ficelé. Et cette feuille protège le abai à la cuisson et lui infuse aussi un parfum très puissant. Alors, au-delà de la cuisine et de la couture, les femmes sont aussi sollicitées pour le désherbage des champs de millet. Les champs de millet appartiennent à différentes personnes ou familles, mais comme ils sont très grands, tout le village va aider, un jour chez l'un et un jour chez l'autre, pour nettoyer les mauvaises herbes. Pendant le désherbage des champs, qui est aussi très important dans notre village, les jeunes filles vont aux champs. Elles sont toutes réunies avec des femmes plus âgées qui en profitent aussi pour transmettre des connaissances sur la vie, sur leur corps, sur les relations amoureuses et le sexe. Les chansons en langue Rukai sont aussi transmises à ce moment. Le jour où elles désherbent, elles ne peuvent rien manger ni boire, pas même de l'eau, jusqu'à la fin des travaux. Le soir, elles vont manger toutes ensemble dans la maison de la chef de groupe. Le repas n'a pas lieu chez la personne à qui appartient le champ parce que préparer à manger pour 30 à 40 personnes représente un gros budget, alors que l'idée est vraiment de soutenir les cultivateurs. Donc le midi, personne ne mange et le soir, chacune mange ce qu'elle a apporté. Cela permet d'entretenir collectivement les champs de millet du village. Tsamak Pachekele explique qu'une fois tout le désherbage terminé, il y a aussi une cérémonie avec les jeunes filles qui traversent tout le village en file indienne pour annoncer qu'elles ont fini. Enfin, un autre point important de toutes ces cérémonies, c'est aussi qu'elles permettent de se réunir avec le village entier et de parler et transmettre la langue des Rukai de l'Est. Une langue que peu de gens savent encore vraiment bien parler. Seuls les villageois de plus de 60 ans savent encore parler de façon fluide. Les quinquagénaires maîtrisent peut-être la moitié de leur langue, et plus les gens sont jeunes, moins ils savent parler. Maintenant, la langue Rukai est à nouveau enseignée à l'école aux plus jeunes, mais seulement une dizaine de personnes de moins de 60 ans savent parler fluidement. Les autres mélangent le Rukai et le mandarin. L'apprentissage est un problème parce qu'il n'y a pas d'environnement linguistique. Au village, on peut encore discuter dans notre langue, mais en habitant à l'extérieur, on ne l'utilise pas et on l'oublie petit à petit. À Taipei, c'est très rare de croiser un Rukai de l'Est. Les Rukai du Nord et de l'Ouest ont des langues différentes. Le Rukai de Wanshan se rapproche un peu de notre langue, mais avec la langue de Maolin et d'Ona, les différences sont très grandes. Donc, pour les habitants de Taromak, on ne peut se comprendre qu'avec les gens du village. Et nous voici au terme de ce décryptage sur la formation et transmission des coutumes Rukai en lien avec le cycle du millet qui rythme les saisons au village de Taromak. Dans un prochain épisode, nous plongerons dans le monde des différents statuts, symboles et rites de passage, toujours centrés autour de ce village Rukai de Taromak dans le comté de Taidong.